Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Des écoutes inspirantes qui accompagnent le changement des consciences. Bonjour Zoé, je suis très heureuse d'offrir à nos auditeurs cet entretien avec toi. La team de Bonheur Factory connaît déjà depuis de nombreuses années les allumettes et on a toujours été sensible à ce que vous pouviez transmettre pour accompagner les personnes dans leur découverte d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous suivons ton évolution et nous sommes touchés, comme beaucoup de personnes, par tes mots, ceux que tu partages à travers tes textes inspirants et sincères. Ces mots qui viennent éclairer nos cœurs lorsqu'on s'y attend le moins. Ils expriment tout ce que l'on peut traverser mais qu'on n'ose pas tout le temps nommer. Que ce soit nos peurs ou notre vulnérabilité. Ils sont toujours enveloppés d'amour et de douceur et nous invitent à nous regarder, avec honnêteté, sans jugement, ce qui n'est pas toujours facile. C'est aussi comme cela que tu nous accompagnes, Zoé, à être sincère, à nous écouter, à nous guérir, à nous aimer et à nous relever, pour qu'on puisse avancer un peu plus loin chaque fois vers ce que l'on est. Si aujourd'hui je souhaitais partager cet instant avec toi, c'est que j'ai été conduite à participer à un Warm Circle que tu proposais il y a plusieurs mois. C'était le premier cercle de femmes auquel je participais, il était en ligne, et j'ai été profondément touchée parce que nous avons partagé ce soir-là tout ensemble. Tu nous as accompagnés avec intensité et douceur à plonger dans notre corps, à reconnecter avec ce féminin sacré qui nous semble si conceptuel et théorique parfois. Ce soir-là, tu m'as permis aussi de découvrir la puissance du souffle, de la respiration, un allié de guérison que nous malmenons tellement souvent. Tu nous as permis aussi d'accueillir notre vulnérabilité et de l'écouter, ce qui était également inédit pour moi. La force du cercle, elle invite à déposer son armure, et c'est là, justement, que la magie opère. Nous allons donc aborder ensemble, dans ce podcast, ce processus d'exploration de soi, ces différents aspects de notre être que nous avons parfois oubliés. Nous parlerons également d'engagement, de sincérité, de vulnérabilité, autant d'expériences qui se dessinent lorsqu'on décide de parcourir cette voie vers soi. Nous allons partager avec nos auditeurs l'expérience de ces émotions, celles que tu as vécues et celles que tu as accompagnées. Chez Bonheur Factory, nous sommes animés par cette intuition profonde que nous avons tous à transmettre des enseignements issus de nos expériences personnelles. Et justement, Zoé, tu enseignes par ce que tu es et ce que tu as expérimenté. Tu as exprimé récemment dans un de tes textes inspirants que nous sommes des éternels marcheurs. Une formule juste et pleine d'humilité qui exprime si bien le fait que nous avançons, perpétuellement et pas à pas, vers cette reconnexion à notre essence et qu'il est essentiel de célébrer chaque pas que nous effectuons. Zoé, nous allons commencer cette exploration avec cette première question. Peux-tu partager avec nos auditeurs ce qui vibre et qui s'anime au fond de toi, cette étincelle, cet élan qui t'a conduit aujourd'hui à créer ces espaces sacrés d'écoute, de guérison et de découverte de soi? Déjà bonjour Marion, merci beaucoup pour ton invitation et merci beaucoup d'ouvrir cet espace pour cet échange, ça me touche vraiment beaucoup d'être ici. Je me pose la question en même temps, ce chemin que j'ai pris d'accompagnement des femmes et c'est venu un petit peu comme quelque chose d'assez naturel, assez instinctif. C'est des espaces, je pense, à travers lesquels je partage des choses dont moi j'ai besoin, des choses qui moi m'ont parlé à un moment donné. Je partage au fil de mon parcours, au fil de mon évolution personnelle, des choses qui me traversent et qui m'animent. Donc ce qui m'animait au début de la création des allumettes est complètement différent de ce qui m'anime aujourd'hui. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant pour moi de le partager, de m'en rendre compte. Et en fait, j'ai toujours eu une soif d'apprendre, une soif de découverte de moi-même. Et j'ai vécu plein d'expériences plus ou moins extrêmes qui m'ont permis d'initier ce chemin à l'intérieur de moi. Et je crois que très naturellement, en fait, je me suis mise dans cette position d'accompagner. Parfois, je me sens poussée par quelque chose de plus grand que moi. C'est comme si c'était pas moi, Zoé, dans cette vie terrestre-là qui décidait aujourd'hui de faire ça. Je sens que c'est quelque chose de plus grand que moi qui me permet d'être à cette place-là, en fait. Donc, ce qui m'anime, c'est la
la transformation que je peux ressentir à l'intérieur de moi, ce chemin qui est pas toujours facile, loin d'être facile. Et aussi, c'est voir à quel point c'est accessible pour chacun, pour chacune. Et il n'y a rien qui me fait plus vibrer que de voir ces visages qui s'ouvrent en quelques jours après des retraites, de voir ce qui peut se passer en l'espace de 2 heures de cercle avec des personnes qu'on ne connaissait pas quelques heures avant, et de voir cette humanité, de voir cet amour. Ça me donne en fait beaucoup d'espoir en, en l'humanité, et je crois que c'est ça en fait qui m'anime. Tu vois, je découvre ma réponse en te parlant. En préparant aussi ce podcast, on avait abordé cette notion-là où tu m'expliquais que tu étais allée justement vers des apprentissages et aussi des pratiques qui correspondaient à ce que toi, tu avais besoin d'apprendre et de comprendre sur ta propre découverte. Dans la sagesse africaine, je ne sais pas si peut-être en as-tu entendu parler, il y a une notion qui s'appelle Ubuntu, donc je m'excuse pour la prononciation, mais c'est une philosophie qui invite justement à être humain dans le lien qu'on va nourrir aux autres. Et elle nous dit que je ne suis ce que je suis que parce que vous êtes ce que vous êtes. Et c'est justement cette notion d'interdépendance que toi, et de résonance que tu as expérimenté en individuel et en collectif aussi au sein des cercles. Et est-ce que justement, tu peux nous parler de ce jeu de miroir qui fait qu'au bout d'un moment, il va se passer des choses pour les uns et les autres en termes de découverte? En fait, je crois que ce qu'on vient chercher quand on vient dans une immersion, et c'est aussi, je crois, la raison pour laquelle j'offre ça, puisqu'aujourd'hui j'offre principalement, et de nouveau ça évolue tout le temps, mais aujourd'hui ce qui m'appelle, c'est de proposer des retraites immersives qui durent en général 5 à 6 jours, et de travailler en groupe, parce que c'est vraiment à travers, oui, en effet, ce jeu de miroir qu'on vient travailler des choses, qu'on vient découvrir des choses, rencontrer des choses à l'intérieur de soi. Moi-même, en tant que facilitatrice, il n'y a quasiment pas une retraite où il y a une participante qui ne va pas avoir ce jeu de miroir avec moi, où moi, je vais en tout cas reconnaître des parts d'elle, des parts de moi en elle, et où justement ça va me challenger et moi me faire aussi évoluer en tant que humaine, en tant que femme, au-delà du statut de facilitatrice. Donc ça, c'est sûr que le groupe apporte ça. Et aussi, je pense que il y a en effet une voie de cheminement, de guérison individuelle, pour soi de son côté. Mais l'idée de guérir ensemble, de créer du lien ensemble, de se reconnecter les uns aux autres ensemble, ça me paraît difficile d'ouvrir son cœur, parce qu'en fait pour moi, en tout cas ma guérison à moi, je sais que c'est d'ouvrir mon cœur et de me reconnecter vraiment à cet amour qui est infini, qui est divin. Et je peux pas le faire moi toute seule de mon côté. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir en face des personnes avec qui vivre quelque chose. Et voilà, je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais en tout cas c'est ce lien. Je crois qu'on est tous connectés, on l'a toujours été. On est tous connectés les uns aux autres, on est tous connectés à la nature, à ce qui nous entoure, au tout, à ce en quoi on croit, que ce soit Dieu, que ce soit le divin, que ce soit l'univers, on est tous connectés à ça et on a oublié cette connexion. Et je pense que ce chemin de guérison, d'évolution, finalement, il se résume peut-être à se reconnecter, à retrouver ce lien, que ce soit avec les autres, que ce soit avec la nature ou avec toute chose en fait. Le fait d'aller s'aligner comme ça avec notre vérité profonde, en tout cas de se mettre en route, c'est aussi accepter de se mettre en mouvement, d'accepter de suivre un rythme, le rythme de la vie et des cycles aussi, celui qui va nous amener à un moment donné de pouvoir assembler les pièces du puzzle. Justement, ce rapport au temps dans ce processus de transformation, tu l'as également, toi, expérimenté sous différentes formes. Est-ce que, par rapport à ce que tu as observé, tu peux nous en parler? Le rapport au temps, oui, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui. J'étais en train de conduire et j'ai pensé à ça. En fait, j'ai expérimenté plein de choses pour ma transformation et ma guérison. Des choses, j'ai eu une tendance vraiment... j'ai vraiment une âme d'aventurière et une tendance à aller un petit peu dans les extrêmes et à vivre des expériences
assez extrêmes. Et ces derniers mois m'ont invité à, à m'arrêter et à ressentir, en fait, à l'intérieur de moi. Et j'ai le sentiment que... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu toutes ces expériences avant et qu'aujourd'hui, je suis là où je suis grâce à ces expériences, mais je ne me suis jamais autant aussi profondément transformée, je n'ai jamais autant ressenti cette profonde transformation en moi que depuis qu'en fait, je laisse faire. Je ne fais rien, je fais des choses dans la vie de tous les jours, des rituels, des pratiques, etc. Mais d'une manière générale, je ne fais rien, je laisse faire et je sens que la transformation s'opère d'elle-même. Et je crois que c'est un peu ça, en fait, retrouver la puissance du féminin. Alors, il y a la puissance qui pourrait être la puissance du masculin, qui est la force, qui est le fait de mettre en place des choses, d'être dans l'action pour acquérir quelque chose. Et la puissance du féminin, j'ai le sentiment que c'est au contraire euh, autoriser ce qui doit être... ce qui doit être là, autoriser la transformation à se faire, en fait, permettre à se laisser traverser par ces choses-là. On avait évoqué l'engagement qu'on va pouvoir mettre dans cette transformation. Justement, toi aussi, tu as certainement vu différentes façons ou différentes personnes qui avaient des manières de s'engager différemment et du coup avec aussi des processus de transformation qui sont complètement différents. Oui, alors en fait, ce que ça m'évoque là, ta question, c'est oui, il y a un engagement et en même temps, je pense que quand on initie ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc en fait, l'engagement, il va un peu de soi, quoi. J'ai pas le sentiment qu'on puisse revenir d'une expérience transformatrice au point de départ. Alors après, ce qu'on peut rencontrer, en effet, si on a du mal à s'engager dans ce chemin, c'est de la résistance. Et en effet, ça peut être difficile à vivre déjà sur le moment. Et ça peut être un frein, mais en même temps, la résistance est aussi un message qui a le droit d'être ressenti et d'être accueilli. La résistance fait aussi partie du processus, en fait. S'il n'y avait pas résistance, on serait déjà arrivé je ne sais où, et en fait, il n'y aurait pas de chemin nécessaire, et donc ça n'aurait pas d'intérêt. Il y a en effet, en tout cas, quand on vient participer à un cercle, quand on vient à une retraite, même si ça arrive parfois que des femmes viennent et ne sachent pas en fait ce qui les attend, qui pensent qu'on va faire du yoga et parler de la féminité entre nous, et c'est vrai que ça peut être une surprise parce que j'ai à cœur, c'est vrai, d'amener pas mal de profondeur dans mes propositions et parce que moi, mon chemin a été aussi teinté de cette intensité, de ce courage en fait, à vraiment, et de cette envie, de cet élan, de cette envie de vraiment changer les choses et de vraiment regarder à l'intérieur et de traverser tout ce qui est inconfortable parce que je sais que c'est ça le chemin. Donc c'est vrai que mes propositions sont quand même souvent teintées de ça et ça peut être inconfortable. J'ai parfois eu parfois j'ai pensé, voilà, peut-être que une personne peut ne pas être prête. Toujours un peu cette crainte en fait d'amener un peu trop loin, trop vite. Et en même temps, je sais que dans ce travail, que ce soit celui que je propose ou que ce soit d'une manière générale dans ce travail de guérison, il y a une espèce de magie qui fait que on ne rencontre rien que l'on ne soit pas capable de surmonter, que l'on ne soit pas capable de traverser. Et donc c'est vraiment ce que je dis aussi avant une pratique ou avant une retraite, c'est que de pouvoir vraiment avoir la confiance que ce qui arrivera est exactement ce qui doit arriver et que chacune sera prête à rencontrer ça, à rencontrer ce qui vient. Et si d'ailleurs il y a l'impression qu'il ne se passe rien et que en fait c'est que de la résistance et voilà, c'est aussi ça qu'on doit accueillir et c'est aussi ça qu'on doit... Et en fait quand on sait ça, ben, tout de suite c'est beaucoup plus... On peut vraiment se relâcher dans l'expérience et juste permettre et laisser venir ce qui doit venir.
partir dans cette découverte, c'est aussi, accepter d'aller explorer, toutes les facettes, qu'elles soient, des plus lumineuses aux plus sombres et tu invites et tu accompagnes justement, comme tu es en train de le dire, les personnes à aller explorer leurs ombres. C'est pas forcément évident et tu les invites un peu, comme si elles plongeaient au fond de l'océan. Donc du coup, cette manière que tu as ou en tout cas toi, comment tu as pu rencontrer, tes profondeurs et aussi pourquoi il est nécessaire de leur faire une place et pourquoi il est important de les accueillir. En fait, je pense que c'est le processus de guérison. Alors déjà, quand je parle de guérison, ça englobe plein de choses, mais je dirais que là, en tout cas, ce serait un retour au cœur, un retour à l'essence, un retour à la lumière, à la partie la plus élevée, la plus pure, la plus belle de son être. Et donc, moi, j'aime parler de l'amour, en fait. Pour moi, tout ce qu'on fait, que ce soit le travail du féminin ou que ce soit voilà, d'autres chemins, je crois que le point commun dans tout ça, c'est de revenir à l'amour et de vraiment réouvrir son cœur de manière inconditionnelle. Et donc, je pense que ce qui nous empêche d'être reliés, d'être connectés à cette partie à l'intérieur, à cet amour, à ce cœur, à cette essence, c'est tout ce qui recouvre cette essence, tout ce qui recouvre ce cœur, ce centre. Et il n'y a pas d'autre chemin que de traverser ces choses-là pour pouvoir y atteindre le cœur. Et alors, dans mon cheminement personnel, il y a eu une personne, un gourou qui s'appelle Prem Baba, qui a été voilà, un de mes enseignants pendant quelques temps et qui a vraiment initié pour moi cette rencontre avec mes ombres. Le principe de ce travail de l'ombre, c'est que on porte tout un masque, tous et toutes un masque qui s'est construit au fil des années et que l'on porte parce que l'on pense devoir montrer ça pour être digne d'être aimé. Donc la première phase, ça va être d'identifier ce masque. Qu'est-ce que je porte comme masque pour avoir l'impression d'être acceptée dans ma vie. Et la deuxième phase, c'est de découvrir ce que je cache derrière ce masque. Donc en général, ce sont nos ombres. En général, c'est les parties de nous qu'on n'aime pas, les parties de nous qu'on pense devoir cacher. Et d'ailleurs, cette ombre, c'est intéressant. On a toute une ombre, je veux dire, ça n'existe pas de ne pas avoir d'ombre. Et l'intérêt de venir la rencontrer, la connaître, je dirais que c'est plus la rencontrer, la connaître, l'identifier, parce que je ne suis pas certaine qu'on puisse s'en débarrasser. Mais en tout cas, y mettre de la conscience, c'est pouvoir déjà initier un chemin d'acceptation d'elle, pour pouvoir amener de la lumière dans cette ombre, et pour pouvoir aussi aimer ces parts d'ombre, et comprendre quand on réagit d'une manière ou d'une autre dans notre vie de tous les jours, ok, en fait, cette pensée ou cette action que je trouve pas honorable, je sais qu'elle vient de cette partie de mon ombre et c'est ok, je la comprends, etc. Il y a aussi cette idée que derrière l'ombre, en fait, donc la troisième phase, ce serait pour comprendre cette ombre, comprendre d'où elle vient. Et ça vient de nos blessures. Ça vient souvent des blessures de l'enfance, mais ça peut venir aussi des traumas qu'on a dans notre vie d'adulte et qui sont en fait responsables de cette ombre. Et derrière ces blessures, il y a le cœur. Donc en fait, il n'y a pas de retour possible à l'intérieur si on ne vient pas traverser ces couches-là. Et la magie de faire ce travail en groupe, et c'est aussi ça la vulnérabilité, c'est de pouvoir mettre des mots sur ces ombres, en parler et réaliser que malgré tout ce qu'on déteste le plus chez soi, malgré tout ce que l'on pense devoir cacher et tout ce à cause de quoi on n'est pas digne d'être aimé, le partager en groupe et se sentir dans un cercle de femmes en l'occurrence et avoir le même regard avant et après, il n'y a rien de plus, enfin il y a rien qui a été plus guérisseur pour moi, pour guérir mon ombre. Et une dernière chose par rapport à l'ombre, c'est qu'on passe une énergie et un temps inouï à cacher ses ombres. Et que si on initie ce travail, de les rencontrer, de les écouter, de prendre... mon ami Jonathan me dit, va prendre un bain avec ta peur, va boire une tasse de thé avec ta colère. C'est un peu ça, en fait. Et à partir du moment où on fait ça, cette énergie qu'on utilisait à la cacher, en fait, on la libère pour autre chose. Donc c'est magique.
Voilà. magique et malgré tout traverser toutes ces couches et partir, à la rencontre de ces ombres, ça nous amène, inévitablement à faire face à notre vulnérabilité, à lâcher prise à un moment donné, à accepter de s'ouvrir aussi émotionnellement. Ça demande du courage et c'est vrai que, encore une fois, cette vulnérabilité, tu l'as expérimentée de différentes façons, mais surtout tu l'as vue se révéler chez beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous en parler? Hmm. Cette vulnérabilité, c'est devenu ma meilleure amie, vraiment. En fait, il y a cette idée que ma puissance, notre force, elle se trouve dans cette capacité à être faible, à être fragile, à être faillible, à être, voilà, et, et avoir ce courage, en fait, de se montrer dans cette fragilité face aux autres, de se montrer vulnérable face à l'autre, en fait, va ouvrir quelque chose en l'autre. Donc quand moi, je vais partager une expérience ou une parole vulnérable, ça va forcément ouvrir un espace en toi, qui va te permettre, toi, déjà, de t'ouvrir à toi-même, d'ouvrir un espace en toi peut-être dont tu n'avais pas conscience. Et ça va du coup ouvrir en ping-pong, ça va ouvrir aussi chez l'autre en face. Donc c'est ça aussi un petit peu la puissance de cette vulnérabilité, et c'est vraiment ce qu'on vient expérimenter dans un cercle. C'est cette parole vraie, cette parole spontanée, cette parole qui... l'idée c'est de ne pas réfléchir à ce qu'on va dire et de juste sauter dans le vide au moment où on va avoir le bâton qui vient à nous. Et c'est assez incroyable parce que comme je te l'ai dit, j'ai vécu plein d'expériences assez intenses, assez extrêmes, voilà, que ce soit physiquement, que ce soit... euh, voilà, j'ai des expériences très extrêmes. Et en même temps, quand j'ai découvert le cercle de femmes de cette manière-là avec Camille Sfès, parce que moi j'avais découvert les cercles de femmes avant de rencontrer Camille, et je pense que j'ai vraiment rencontré la pratique du cercle de femmes à proprement parler, en tout cas celle que je partage aujourd'hui et que j'ai à cœur de partager. Euh, ça m'a... Alors on est assises hein, en cercle, il y a une bougie au centre, c'est tout, un bâton. Et en même temps, et on parle. Alors, il y a des règles, il y a un cadre, il y a vraiment un cadre qui est à poser et à respecter, qui fait que la magie opère et que la pratique est possible de cette manière-là. Mais dans la plus grande simplicité, je suis allée rencontrer, nettoyer, guérir des parties hyper profondes de moi. Juste avec cette pratique de la vulnérabilité, de dire en fait, sans attendre de solutions, sans attendre de conseils, sans attendre de retour. C'est juste par moi-même, poser ma voix et me parler à moi-même en fait. Recevoir à travers cette pratique de la parole et avec des témoins qui sont là parce que le rôle des témoins est hyper important, donc qui ont aussi cette qualité d'écoute qui est unique. Comment je vais, en parlant, m'amener les propres messages que je recherchais. En fait, je deviens ma propre messagère. Voilà, et c'est merveilleux. Et du coup, tu découvres aussi ta propre médecine. On en parle beaucoup aujourd'hui, finalement, ce qu'il y a tout au fond de nous. Comme si à un moment donné, on lui Exactement. laissait la place aussi de s'exprimer et de venir guérir ce qu'il y a à guérir par nous-mêmes. C'est ça. Et le fait aussi de commencer à accepter ses ombres, à les regarder aussi, puis à s'observer sans juger, c'est un pas que tu as dû certainement, toi, ressentir ou même voir. C'est un pas, en tout cas, c'est une porte qui s'ouvre sur la beauté, sur la joie, sur la magie qu'il y a derrière tout ça. Justement, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça ou des expériences qui pouvaient être justement compliquées et qui, au bout d'un moment, ont ouvert sur autre chose de beaucoup plus lumineux et auquel tu t'y attendais pas? Alors, ce que ta question m'évoque, c'est tout le travail que j'ai fait avec les plantes sacrées en Amazonie, enfin, notamment au Brésil. Ça a été, c'est quelque chose dont je parle pas forcément
souvent. Mais ça a été vraiment l'initiation pour moi de mon chemin, de travailler avec les plantes maîtresses, donc l'ayahuasca en l'occurrence. C'est une médecine qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, et aujourd'hui je sens que j'ai d'autres manières beaucoup plus douces de continuer mon chemin. Mais c'est un petit peu ce qui se passe en fait pendant une cérémonie, c'est cette espèce de, de processus de mort pour après renaître. Et donc, je te parle de ça parce que ça m'a vraiment fait réaliser que il y a, j'ai l'impression en tout cas qu'il ne peut pas y avoir de transformation profonde, de libération, d'ouverture, d'amour, sans avant avoir une phase inconfortable. Euh, et donc ces cérémonies, ça passe par rencontrer ses plus grands ténèbres et ses plus grandes blessures et ses plus grandes douleurs pour ensuite nettoyer, libérer et renaître à l'amour. Et je n'ai jamais ressenti autant d'amour et d'ouverture de cœur que dans ces moments-là, après avoir eu le sentiment 1000 fois de mourir. Et, et c'est un petit peu aussi ce que je vis en retraite. Euh, c'est drôle parce que la dernière cérémonie d'ayahuasca que j'ai faite, j'ai réalisé à quel point il y avait une similitude entre une nuit de cérémonie avec cette plante et ce chemin en fait qu'on fait d'une manière différente en quelques jours ensemble, mais cette descente vraiment dans les profondeurs, dans les ténèbres, dans ce qui est inconfortable, pour ensuite pouvoir remonter. Et, et je pense en effet que je ne peux pas ressentir de la joie, la vraie joie, si je ne suis pas capable de rencontrer, de ressentir ma tristesse. Je ne peux pas ressentir de l'amour véritable si je n'ai pas avant écouté mes peurs. Je ne peux pas retrouver ma lumière si je n'ai pas rencontré mon ombre en fait. Je crois que s'ouvrir à toute le panel d'émotions possibles, imaginables, ça nous permet d'être vivants. Et que plus je suis capable de ressentir ce qui est inconfortable, douloureux, plus je vais être capable en fait de monter haut dans les émotions qui donnent un vrai sens à la vie, comme l'amour, comme la joie, comme la compassion. Donc je pense, alors après, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit oui, mais je pense que on ne doit pas forcément souffrir pour après être bien. En effet, c'est pas, en fait, l'idée, c'est pas ça. J'ai pas trouvé en tout cas d'autres chemins que celui-là, quoi. Et, j'aime dire que nos blessures, en fait, nos blessures, elles sont un portail pour notre guérison. Elles sont un portail pour toutes ces choses magiques, pour tout ce qui se trouve derrière ce qui est douloureux, en fait. Donc vraiment de voir la blessure, l'expérience et les blessures qu'on porte comme des opportunités d'ouvrir notre cœur, comme des opportunités finalement d'aimer. Comme quand je suis triste, j'ai une de mes enseignantes qui m'a dit un jour, quand tu pleures, c'est le moment où tu es le plus proche de ton cœur. Il y a très peu d'écart entre la tristesse et l'amour. Et c'est vrai en fait, quand dans un cercle je pleure ou une femme pleure, c'est que son cœur s'ouvre. Donc c'est de nouveau en fait c'est peut-être ces croyances qu'on a sur la tristesse, on ne doit pas être triste, sur la colère, on ne doit pas être en colère, etc. Mais en fait c'est des portails merveilleux pour ces émotions-là. Oui, c'est des informations en plus qui sont, oui, qu'on peut voir justement comme des informations et des messagers plutôt que quelque chose qui est subi. On apprend aussi dans ces processus à regarder les choses avec un autre angle de vue aussi, de pas se limiter aux schémas ou aux croyances qu'on a pu avoir tous traditionnellement ou au niveau de notre éducation. Il y avait un point qu'on avait aussi évoqué et que j'avais envie de voir aussi avec toi, c'est lorsque justement on commence à s'ouvrir à ce potentiel intérieur, on est envahi d'un enthousiasme débordant, on a une soif d'exploration qui peut créer parfois aussi de la confusion justement entre le processus de découverte de soi, les capacités qu'on peut avoir à mettre au service des autres. Et c'est vrai que dans ces processus-là, à un moment donné, il peut y avoir une confusion aussi entre justement tout ce qui est
tout ce qui se révèle. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que des fois, ça fait beaucoup en nous et on se dit, «Est-ce qu'il faut que je l'offre tout de suite aux autres ou il n'y a pas encore quand même un chemin intérieur à faire avant de pouvoir Mm. initier pour les autres?» Alors, ce que ça m'évoque en fait, c'est que récemment, donc j'ai eu dernièrement 4 retraites en 4 mois, donc ça a été assez intense et très, voilà, très aussi chamboulant et transformateur pour moi. Et j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais jamais posé la question de pourquoi je fais ça, pourquoi j'accompagne des femmes, pourquoi je me suis mise à cette position. Il n'y a pas en fait à un moment donné où je me suis dit ah tiens en fait qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, ok bah, peut-être que je vais faire ça, je vais essayer. J'ai été vraiment appelée à être à cette place-là et en fait j'ai réalisé que si je le faisais, c'était avant tout pour moi, pour ma guérison à moi. Que la vie, elle m'avait amenée là, à cette place, pour moi me guérir et pour moi ouvrir mon cœur. Et, et, et c'est important pour moi de le faire vraiment avec humilité. C'est d'ailleurs ce que la posture de facilitatrice d'un cercle, c'est un peu la posture que j'ai pour tout l'accompagnement que je fais pendant une retraite, même s'il y a voilà, le cercle de femmes, c'est une toute petite partie de tout ce qu'il y a, de tout ce que je propose. Mais cette posture qui est qu'en fait, je suis la gardienne d'un espace, mais on est toutes au même niveau. Je ne me place pas au-dessus des autres personnes. Et je suis une femme en chemin, autant que les autres. Et c'est important pour moi cette notion d'humilité quand on accompagne, parce qu'en effet, je n'ai rien en fait, je n'apporte rien, je n'apprends rien aux femmes qu'elles ne sachent déjà. Je suis juste là pour faciliter, en fait, et j'aime vraiment ce terme, pour permettre à ce qui doit arriver d'arriver. Mais il y a vraiment cette idée que j'ai le sentiment que je ne fais rien. Je suis un canal, je permets aux femmes d'aller rencontrer ces zones-là, mais elles sont responsables de leur expérience et c'est elles qui y vont. Moi, je ne suis pas là pour régler des problèmes, je ne suis pas là avec une baguette magique voilà, euh, pour les faire avancer plus vite sur le chemin. Et c'est important pour moi de le faire de cette manière-là. Euh, et je suis, en effet, je transmets, mais je transmets autant que je reçois et que j'apprends. Donc je participe autant à des retraites, à des stages, à des formations que ce que je donne. Mm. Donc ça, c'est aussi, Oui. je suis enseignante ou je ne sais pas comment je dirais ça, pas de mots particuliers pour décrire ce que je fais, mais je suis aussi une étudiante. Je suis aussi une élève de la vie et une élève de tous ces savoirs. Et Voilà. c'est ça qui est important aussi de souligner justement quand on entame ce genre de processus, c'est que c'est un travail qui est de toute façon infini et qu'on est voilà, en perpétuel, et tu le dis très bien, en chemin infini sur ces expériences et que ça permet aussi de pouvoir chacun se mettre à sa juste place. Oui, oui, le travail, alors, euh, dire que le chemin et que le travail est infini, franchement, moi, ça me décourage, quoi. J'aurais juste envie de baisser les bras et de me dire, purée, s'il faut que je galère toute ma vie pour, au final, au bout de ma vie, en être au même stade. Donc, je pense que l'évolution est infinie. Je pense que l'évolution, c'est jusqu'au bout de la vie parce que tout est en mouvement et tout change tout le temps. Mais j'ai quand même à cœur de croire, et je le ressens moi aussi par rapport à mon expérience, que les choses, elles sont quand même de plus en plus fluide et simple. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir passé une grosse période de ma vie qui était une tempête, qu'aujourd'hui les choses se calment et qu'il y aura évidemment d'autres choses qui continueront de me faire évoluer. Mais il y a quand même des moments où c'est cool, quoi, où c'est agréable et où c'est pas que que le travail, que le chemin. Moi, autant quand on me connaît dans ces espaces-là, j'ai un côté très, je dirais, un peu solennel et en même temps, quand on me connaît dans la vie de tous les jours, j'ai un besoin de lâcher prise totale, de déconner, de rire, voilà. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver entre le chemin, en effet, et la légèreté, quoi, parce que Mm. sinon, en tout cas pour moi, sinon ce serait pas possible, Oui, quoi. puis Mm. avoir aussi la dérision de pouvoir
de pouvoir aussi voilà, se dire que ce n'est juste des expériences et qu'au Mmh. final, on est là aussi pour les partager des fois avec beaucoup de légèreté et qu'on avance tout aussi bien, puisque le rire, c'est un très bon catalyseur. Donc c'est vrai que ça permet de faire passer beaucoup d'émotions et de transformer beaucoup d'émotions. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler du féminin sacré, puisque c'était Mmh. aussi une partie qu'on avait envie de partager avec toi, avec toutes ces femmes que tu accompagnes. On voit aujourd'hui qu'il y a une espèce voilà, d'émulation, en tout cas d'éveil, qui est, que l'on retrouve chez les femmes, avec cette recherche autour de cette puissance créatrice qui sommeille justement au creux de nos ventres. Et cette puissance féminine, tu l'expérimentes dans tes cercles, et toi aussi, tu as pu l'expérimenter. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir imaginer de quelle manière on peut l'incarner, cette fameuse puissance féminine. Je pense que déjà, il y a si c'est quelque chose qui est d'inconnu, ou qui est euh, voilà, quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler de féminin et de ressentir son féminin à l'intérieur de soi. Je sais que moi, quand on me parlait de féminin il y a plusieurs années, déjà j'avais un peu un... Non, non, enfin, j'avais vraiment un réflexe de recul. C'était quelque chose qui ne m'appelait mais pas du tout. Je trouvais ça gnangnan, je comprenais pas le principe. Donc je pense qu'il y a déjà une phase de comprendre ce que c'est, une phase de réappropriation de cette énergie, de ressentir à nouveau cette énergie, donc d'avoir vraiment à travers différentes pratiques. Et puis, la puissance du féminin dans sa vie de tous les jours, je crois que c'est quelque chose qui se vit en fait. C'est quelque chose qui se... C'est autoriser, c'est permettre cette énergie. Mais pour la permettre, pour l'autoriser, il faut d'abord la ressentir à un moment donné. Euh, Moi, je sais que je suis vraiment en chemin vers ce féminin, en chemin avec ce féminin. Je viens de loin, je viens euh, d'un modèle familial où la femme a toutes les responsabilités, la femme travaille dur, la femme est forte, la femme est indépendante, la femme est libre. La femme, voilà, donc j'ai eu ce modèle-là et selon le modèle qu'on a eu, disons qu'on va on va se positionner différemment par rapport à son féminin. Donc il y a déjà toute une phase de conscientisation de ça. Euh, et après, pour moi, parler de mon expérience personnelle, parce que voilà, je pense que c'est ça qui pourrait être le plus riche, que je parle de moi, mon expérience, ça a été vraiment, autant j'enseigne et je transmets ces messages depuis quelques temps, et cette année, j'ai eu le sentiment que toute cette période m'a permis pour la première fois de comprendre vraiment à un autre niveau ce que c'était, de le ressentir à un autre niveau et de commencer à incarner en fait ces messages. Et je pense que ça aussi, ça prend du temps et ça se fait en différentes couches, ça se fait en différentes phases. Que le féminin était pour moi à l'intérieur de moi il y a un an, il va être complètement différent aujourd'hui. Je vais le percevoir différemment. Donc après, je pourrais donner des définitions de ce que c'est le féminin. Mais je crois que ça se ressent d'abord à l'intérieur de soi. Et de quelle manière aussi, toi, tu accompagnes justement les femmes, que ce soit dans les retraites ou dans les cercles. Finalement, qu'est-ce que tu leur proposes? Tu les invites à aller pratiquer ou expérimenter pour justement commencer à aller un peu reconnecter avec cette puissance féminine? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, je ne me suis pas présentée sous cet angle-là, mais je suis donc à la base professeure de yoga et professeure de Hatha Yoga. C'était ma première formation et puis je me suis vraiment tournée très rapidement vers le Yin Yoga parce que c'était ce dont j'avais besoin pour moi. Je suis quelqu'un d'assez yang, de moins en moins, mais le Yin, c'est vraiment ce qui m'a guéri dans le monde du yoga. Donc, j'ai eu à cœur ensuite de vraiment transmettre cette pratique. Donc ça, c'est déjà une pratique qu'on peut commencer, c'est accessible, il y en a partout du yin yoga et c'est vraiment
rencontrer cette énergie yin. Et parfois, ça peut être hyper inconfortable. Parfois, on a juste envie de bouger. Parfois, on a le mental qui hurle. Et c'est aussi ça, la pratique. La pratique, c'est comme en méditation. C'est pas juste s'asseoir, être en paix, ne pas avoir de pensée. La pratique, c'est être là, s'asseoir avec tout ce qui est là. Même si c'est de l'agitation, même si c'est tout le contraire de ce qu'on aimerait atteindre. Donc, il y a cette pratique de yoga. Et je me suis aussi formée récemment à la pratique de Womb Awakening, donc qui en traduction veut dire éveil de l'utérus, qui est une pratique chamanique qui regroupe vraiment différentes traditions du chamanisme qui ont toutes le même point commun, qui est que dans notre utérus, on porte l'énergie créatrice qu'il y a dans l'utérus du cosmos et dans l'utérus de la Terre. Donc il y a vraiment cette idée de 3 utérus, l'utérus du cosmos qui est vraiment le centre de toute création, l'utérus de la Terre qui est l'endroit duquel la vie naît sur Terre, et on a en fait cette même empreinte dans le ventre. Donc ça va être ce chemin de retrouver, en fait de nouveau, en fait de traverser toutes ces couches, ces différentes couches dont on a parlé tout à l'heure, qui vont là du coup être vraiment liées à notre féminin, liées à cette partie de notre corps, qui peuvent être des choses qu'on a vécues dans notre vie, dans cette marche terrestre-là, mais aussi des choses que l'on porte des femmes qui nous ont précédées dans notre lignée, ou même de ce que l'on porte de la grande histoire de la femme, de la grande histoire des femmes. Et donc c'est ce processus de rencontrer ça, de nettoyer ça pour pouvoir ensuite accéder à sa puissance créatrice primordiale. Donc il y a vraiment cette notion dans mes pratiques de retrouver cette énergie créatrice primordiale. Et ensuite, écoute, il y a plein de choses, mais il y a... Il y a notamment aussi enfin, en tout cas, moi, ce qui m'avait... ça avait été une découverte. Et pour le coup, quand on dit faire l'expérience par le corps, le cercle auquel j'avais participé et tout ce que tu nous avais fait expérimenter autour du souffle, de la respiration, qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit on connaît tellement peu, en fait, ce qu'on peut faire avec notre souffle et à quel point il peut aller ouvrir des espaces, en fait. Et c'est ça que tu proposes aussi, justement, Oui. dans ces cercles. Alors, je commence en effet Alors, j'ai reçu cette pratique beaucoup pour moi, cette pratique du... Alors, on appelle ça le breathwork, donc là, c'est la respiration consciente, la respiration holotropique, enfin, il y a plein de termes. Et celle dans laquelle je me suis spécialisée, c'est le même principe, donc c'est une respiration par la bouche, qu'on appelle aussi respiration connectée, parce on ne fait pas de pause entre l'inspire, l'expire et l'expire et l'inspire. Mais celle que je transmets s'appelle Dragon Shakti Breathing. Donc c'est une pratique de breathwork, mais qui est vraiment focalisée sur la région du pelvis. Donc l'idée de ces respirations conscientes, c'est de relâcher des traumas. Donc quand on dit trauma, c'est pas forcément des agressions ou des grosses violences, ça peut être aussi des petites choses qui ont créé un trauma émotionnel et qui se réactivent dans notre vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est de rencontrer ces traumas, de les revivre pour les libérer. Et donc cette pratique que tu avais faite avec moi en ligne, c'est le Dragon Shakti Breathing, où on inspire 3 fois et on expire 1 fois, et où en fait c'est assez... Et j'en reviens de nouveau à cette histoire que j'ai fait beaucoup de travail avec des plantes sacrées, et je revis dans ces pratiques de souffle des expériences très similaires. Et en fait, c'est vraiment... moi, ça a révolutionné ma vie de me dire qu'en moi, dans la chose la plus naturelle, la chose que je fais depuis que je suis née et que je fais à chaque seconde de ma vie, qui est de respirer, j'ai une des plus grandes médecines que j'ai rencontrées. Et elle est là, en fait. Et il suffit juste de connaître ça, de le savoir et de le pratiquer aussi dans un espace où on est bien sûr bien encadré et tout ça, parce que ça peut aller... voilà, on peut aller vraiment très loin dans les traumatismes et dans ce qu'il y a à libérer émotionnellement. Donc ça fait aussi partie de ce que je propose. Et puis les cercles de femmes, la pratique de la parole, des rituels. J'aime beaucoup pratiquer des rituels, plein de rituels différents qui sont vraiment une manière d'acter dans la matière des intentions puissantes et de poser dans des gestes simples notre lien à l'invisible, en fait, notre lien à ce qui est plus grand que nous et
et c'est très puissant en fait de faire ça. Il y a aussi une autre pratique, puis après je vais m'arrêter là parce que je vais pas tout énumérer, mais j'ai été dans le ashram de Osho, je sais pas si tu connais Osho, qui est un gourou, enfin qui était un gourou indien, qui a été aussi un de mes grands enseignants, une de mes grandes inspirations, une de mes premières inspirations, et j'ai beaucoup rencontré son travail. J'ai été dans son ashram en Inde, et par la suite j'ai fait aussi du tantra avec ces mêmes enseignements. Et donc il y a la pratique de méditation dynamique que j'incorpore dans mes retraites, et qui est, enfin voilà, c'est une de mes pratiques préférées. Il y a vraiment un avant et un après cette pratique. C'est l'idée avec le corps, avec le souffle, avec différentes pratiques, de vraiment de se reconnecter à la femme sauvage, dans le sens où on va se libérer de tout ce que l'on pense devoir faire ou être pour, dans le mouvement, briser tous les conditionnements, briser toutes les chaînes. Et en fait, on rentre après dans une espèce de transe où on va rencontrer aussi des mémoires émotionnelles, et aussi souvent des souvenirs, en fait. Donc ça va être une manière de se connecter à sa colère, et puis en fait, à mesure qu'on va exprimer cette colère, donc toute la colère qu'on n'a jamais pu exprimer, ça va faire tout de suite un clic, un lien avec un événement du passé. Et voilà, de nouveau, c'est vraiment la magie du travail qui fait que, juste en lâchant prise, on vient rencontrer ce qui doit être rencontré, quoi. Il n'y a rien à contrôler, il y a juste à permettre. Comme on disait, on est arrivé aussi à une période maintenant où on a pu beaucoup s'inspirer des écrits, on a pu beaucoup lire, etc. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut acter une transformation, ça passe forcément par le corps. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui accompagnent justement comme ça à reconnecter à son corps, à reconnecter à sa respiration, à des choses qui nous paraissent anodines, mais que finalement, on connaît pas du tout. Et de voir à quel point, en plus, des fois, des choses assez simples peuvent débloquer complètement et on peut le sentir directement. Donc, c'est vrai que cette expérience par le corps, elle est hyper intéressante et toi, la manière dont tu la proposes, en plus, elle est multiple. Donc c'est vrai que c'est nécessaire de passer par là. Oui, il y a vraiment cette idée, en fait, dans toutes ces pratiques, de se couper la tête. Parce que je sais que j'ai aussi fait des psychothérapies, et été beaucoup dans l'analyse, dans le comprendre, dans aussi faire ce lien entre ce que je vis aujourd'hui, ça vient de tel événement du passé, etc. C'est bien de comprendre. Mais il y a aussi cette notion, c'est ce que j'ai appris en tantra, c'est que, en fait, le message dont j'ai besoin pour ma transformation, pour ma guérison, c'est ce que je ressens. Donc si pendant une pratique, je vais avoir une colère énorme, et que cette colère, je l'exprime, que cette colère, je lui fais de la place, mais je ne comprends pas forcément d'où elle vient. Le message que j'attends pour ma guérison, en fait, c'est celui-là. Et de comprendre, et c'est ce que j'essaie de rappeler aussi, essayer de comprendre, c'est pas forcément essentiel. Parfois, c'est pas nécessaire, quoi. Oui, Il puis y a... le jeu du mental, d'un coup, aussi peut se mettre en route. On va suranalyser quelque chose ou on va C'est faire ça. des liens qui vont... Voilà, alors qu'au bout d'un moment, le fait de l'intégrer seulement dans son corps peut permettre la guérison de l'événement ou en tout cas la dissolution de ce qui se passe. Ouais, j'aime cette idée que le ressentir, c'est le guérir, en fait. Et c'est vraiment ce chemin que je prends pour moi, et que j'essaye aussi d'amener pour les autres, c'est de ressentir. De ressentir. Et juste de se permettre de ressentir, c'est déjà le guérir. La première façon de guérir, pour moi, c'est de pleurer. Mm. Et de Et, purifier, donc de ouais. pleurer. Et c'est pas forcément évident en plus pour tout le monde, donc il y a un vrai réapprentissage en termes de sensations, de ressenti, parce qu'on se rend compte on a été coupé ou on s'est coupé de ça, ou on s'autorise pas justement à pouvoir le faire, alors que c'est vrai que c'est un bon début déjà pour ouvrir la porte. Alors on va terminer ce podcast avec une question autour de l'harmonie. Celle qu'on tente justement de rassembler à l'intérieur de nous, on en a un petit peu parlé ensemble, faire dialoguer le masculin et le féminin pour qu'on puisse faire qu'un, une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose que toi aussi tu portes et tu as cette intention, tu me disais ça, de pouvoir créer ce lien en fait entre ces deux énergies. Et
tu as à cœur aujourd'hui de proposer aussi des accompagnements qui vont dans ce sens et de pouvoir justement relier ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait c'est drôle parce que quand j'ai commencé à accompagner, c'était pour des groupes mixtes. Donc j'ai vraiment commencé mes enseignements pour les hommes et les femmes. Il y avait forcément toujours plus de femmes, il y avait quand même des hommes. Et parce que j'ai eu besoin à un moment donné de moi guérir mon féminin et prendre ce chemin-là pour moi, naturellement c'est ce vers quoi je suis allée. Je sens que ce chemin doit encore continuer. Et à la fois, j'ai expérimenté un petit peu indirectement, en tout cas sans le faire exprès, le fait d'avoir la présence masculine dans les espaces que je propose, donc dans les retraites. Notamment, je travaille avec mon partenaire, donc mon compagnon de vie qui est ostéopathe, qui travaille aussi avec le breathwork, mais en individuel pour relâcher des traumas, qui travaille avec l'Ayurveda, enfin avec différentes pratiques, et qui vient donner des soins individuels aux femmes dans mes retraites. Et j'ai eu vraiment ce questionnement quand j'ai commencé ces retraites, à me dire est-ce que c'est ok que ce soit un homme? Est-ce que c'est bienvenu que ce soit un homme? Et en fait, j'ai senti que c'était important pour moi d'inclure l'homme dans ces espaces-là. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a rien qui m'a touchée plus que de savoir qu'un homme, que d'ailleurs plusieurs hommes, parce qu'il y a aussi toute une équipe selon les lieux dans lesquels je fais les retraites, il y a des volontaires qui sont là pour faire en sorte que le lieu fonctionne, etc. Souvent ce sont des lieux qui sont indépendants du monde extérieur, donc où il y a beaucoup de travail derrière, il faut aller chercher l'eau à la source, enfin voilà, ça demande beaucoup de travail. Et il y a souvent des hommes en fait qui sont là. Et de sentir que ces hommes sont au service de ce travail que l'on fait et portent, alors en souterrain, mais portent notre espace, ça m'a bouleversée en fait, de sentir que c'était possible de cette manière-là et de leur laisser la place pour pouvoir incarner leur masculin sacré qui est vraiment de soutenir l'espace et de garder, d'être un peu aussi les gardiens de notre espace. Et je pense que on se sent particulièrement en sécurité parce que souvent on est quand même au beau milieu de la nature, il n'y a rien autour, on entend les loups, les sangliers et compagnie, donc bon, parfois ça peut être assez, voilà, et je sens qu'en fait leur présence est essentielle et nous permet de faire ce travail. Alors, après, voilà, c'est une manière de réintégrer en effet le masculin. Et, et j'ai très à cœur évidemment de continuer ces espaces pour la femme. Je sens que moi j'ai encore beaucoup besoin de cheminer. En plus, je viens de lire un livre qui m'a complètement bouleversée, qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet, qui parle vraiment de la grande histoire des femmes et de l'oppression, de la répression. Et du coup, waouh, ça a réactivé une colère immense et je sens que j'ai beaucoup encore à cheminer par rapport à ça. Mais j'ai aussi à cœur de proposer, peut-être pas tout de suite, mais des espaces mixtes. Parce que je reçois, j'ai encore, et ça m'a tellement touchée, j'ai lancé un événement en ligne la semaine dernière et j'ai un homme qui m'a écrit. Et cet homme m'a dit, voilà, ce que vous faites, ça m'inspire. Est-ce que je peux participer à cette cérémonie? Et je lui ai répondu que cette cérémonie était et donc vraiment, j'ai vraiment pris ça comme un signe. Enfin, ça m'a tellement touchée qu'un homme vienne avec l'intention de se retrouver avec 100 femmes pour une célébration de nouvelle lune. Alors là, c'est toute une pratique autour de l'utérus et tout ça, donc je pense que c'était pas bienvenu. Mais je sens que les hommes ont envie et ont besoin. Et il se crée beaucoup d'espace pour les hommes. Mon partenaire, il fait des cercles d'hommes, il travaille autour du masculin sacré, mais quand même beaucoup moins que les femmes. Et je sens que c'est important qu'à un moment donné, on se retrouve en fait, avec, en s'autorisant chacun à être dans cette polarité et en même temps en étant ensemble et en même temps de cette manière-là aussi faire la paix entre son masculin et son féminin à soi. Moi, j'ai fait la guerre à mon masculin depuis voilà, quelques temps maintenant et je me sens désolée pour lui en fait et j'ai envie de lui prendre par la main et de le remercier parce que sans lui, ben, j'aurais pas été la guerrière qui a eu un besoin, à un moment donné, besoin d'être une guerrière. Donc oui, en effet, je pense que c'est essentiel de... Merci pour ta question. Merci d'amener ça.
comme tu disais, que ça puisse participer aussi de la même façon que en tant que femme, on redécouvre un féminin, loin des caricatures qu'on pouvait avoir aussi, ce fameux féminin sacré. Et du côté masculin, on se rend compte aussi qu'il y a encore beaucoup de croyances et peut-être aussi sur le masculin sacré est plus beau que ce qu'on a pu avoir aussi nous. Donc finalement, ça nous permet aussi à nous de nous réconcilier, comme tu le dis justement, avec notre masculin. Et des fois, on l'a malmené aussi. Et c'est un vrai chemin de découverte. Et puis, en fait, le féminin, ça ne veut pas dire femme. Non. Le féminin, c'est une polarité qui est partout. Et la Terre a besoin que hommes et femmes éveillent leur féminin pour pouvoir guérir universellement. Donc c'est hyper beau aussi de voir des hommes s'ouvrir à ces pratiques. Et c'est essentiel pour nous aussi. Après, c'est un autre processus d'être dans un cercle mixte. Mais c'est essentiel pour nous tous, en fait, de les inclure. Oui, pour justement aller vers cette harmonie qui finalement qui se trouve à l'intérieur de nous. On sait bien que ce qui joue à l'extérieur se joue à l'intérieur, donc on sent que ce cheminement intérieur est en train d'aussi prendre de belles formes à l'extérieur, en tout cas avec des personnes comme toi et ceux qui accompagnent justement des cercles pour qu'on puisse parcourir cette route tous ensemble. Donc merci infiniment Zoé d'avoir partagé avec nous toute ta magie et l'étincelle qui t'anime et qui participe justement à nous éveiller à ce que l'on est et aussi à la beauté de notre existence qu'on peut oublier parfois. On va inviter aussi tous nos auditeurs à aller découvrir les retraites, les cercles et les voyages que tu inities et à se laisser inspirer et toucher par les mots que tu partages régulièrement sur les réseaux sociaux. Et on vous recommande fortement d'aller suivre le compte de Zoé. Nous mettrons tout à la suite du podcast et dans le petit texte qui va l'accompagner. Merci beaucoup Zoé. Merci Marion et puis merci à toutes et à tous pour votre écoute. Bonheur Factory accompagne le changement des consciences en essaimant nos messages sous forme de conférences, webconférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission pour contribuer à éveiller les consciences autour de vous. Vous pouvez nous laisser un j'aime sur Apple Podcast. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens opti-réalistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.